Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Annabelle Rondeau, coordinatrice du PCN Énergie, et je suis avec François-Xavier Testard-Vaillant, PCN Énergie, et donc nous allons co-animer ce webinaire dédié à l'appel B4E2 2020, Stimulating Demand for Sustainable Energy Skills in the Building Sector. Donc, en préambule, quelques informations sur la façon dont va se dérouler ce webinaire. Donc, c'est un webinaire en 3 temps. Un premier temps sera consacré à quelques rappels préliminaires sur H2020 et notamment le défi énergie, ses appels, leur articulation, leur fonctionnement plus exactement. Pendant le déroulé de ce premier point, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et nous y répondrons avant de passer au deuxième point. Le deuxième point sera consacré, et ça sera le plus longtemps, à la lecture décryptage de l'appel en question, et ce point sera présenté par François-Xavier. Là encore, pendant ce deuxième point, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat et nous y répondrons à l'issue de cette séquence, donc lecture décryptage. Enfin, un troisième point sera dédié à quelques conseils pratiques et notamment sur la façon de compléter son consortium avec des liens vers des sites internet utiles. Là encore, pendant ce troisième point, formulez vos questions via le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous propose donc qu'on passe à la slide suivante et à notre première partie sur quelques rappels préliminaires pour vous dire en fait que donc l'appel B4E dépend du défi énergie sûre, propre et efficace, qui est un défi doté de plus de 6 milliards d'euros, que depuis 2018, le budget consacré aux énergies va crescendo. En 2018, c'était à peu près 500 millions d'euros. Pour 2020, on est à un peu plus de 600 millions d'euros. Donc, il est vraiment important de rester mobilisé sur cette dernière année de financement d'Horizon 2020. Sur les différents types d'actions, vraiment très rapidement, un rappel. Vous savez que les appels à projets sont conditionnés par des actions, il y en a 3. Research and Innovation, abrégé RIA, Innovation, abrégé IA, Coordination and Support, CSA. Donc la plupart, notamment pour les organismes publics, ont un taux de financement de 100%. Pour le privé, le taux de financement pour l'appel IA, Innovative Action, c'est 70%. Les RIA, vous le savez, c'est plutôt des appels qui visent à établir de nouvelles connaissances, qui visent, ça peut inclure le développement et l'intégration de technologies. Les Innovative Actions, c'est plutôt du prototypage. Et les Coordination and Support, c'est plutôt des mesures d'accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la communication ou la mise en réseau. Le financement, donc je vous l'ai dit, c'est à peu près 100%, sauf exception pour les entreprises, pour les appels Innovative Action. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les coûts indirects, en général, c'est 25% des coûts directs pour toutes les entités légales. Sur la façon dont se présentent les appels, ils ont des acronymes qui ne sont pas forcément évidents à décrypter, mais chaque lettre et chaque numéro a un sens. Si l'on prend le cas de l'appel pour lequel nous faisons ce webinaire ce matin, LC signifie low carbone, donc se référant évidemment au défi. Societal Challenge numéro 3, c'est le numéro du défi, en l'occurrence le défi 3 énergie, le défi énergie pardon, est le numéro 3 dans les défis sociétaux du pilier 3 d'Horizon 2020. Le thème qui nous intéresse ce matin, c'est Building for Energy, abrégé B4E, le numéro de l'appel le 2, et l'année de clôture qui est à la fin de l'appel, en l'occurrence 2020. Un appel dans le programme de travail, comment ça se présente? Eh bien, il y a 3 parties, vous le savez. La première, c'est le défi à relever, qui est plutôt généraliste et qui replace l'appel dans le contexte des grands enjeux en fait, sociétaux dans lesquels il se situe. Ensuite vient le périmètre qui vient préciser justement ce défi à relever. C'est dans cette partie que vous avez une indication des TRL et une indication du budget du projet. Et à la fin, vous avez la liste des impacts. Très souvent, il y a plusieurs impacts à respecter. Si dans le texte, il est écrit « must », vous devez respecter chacun des impacts. S'il est écrit que vous pouvez choisir un ou deux impacts,
et bien évidemment, là, la commission vous laisse le choix. Mais faites très attention aux mots. Les mots ont un sens et vraiment, si c'est should, c'est should, si c'est must, c'est must. Enfin, à la fin du programme de travail, vous avez également d'autres informations utiles sur le budget disponible pour l'appel. Là, je vous ai dit, pour les projets, c'est entre 5 et 8 millions, mais le budget de l'appel peut être de 20 millions. Voilà, ce qui fait qu'il y aura un peu plus de 4 projets potentiellement finançables. Et puis, à la fin du work programme, vous avez aussi la date limite pour soumettre votre proposition. Donc, je vous propose que nous passions à la deuxième partie si nous avons répondu à vos questions. Oui, vous aurez accès à la présentation, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai à l'issue du webinaire. Si pas d'autres questions, donc nous allons passer à la partie centrale de cette présentation qui concerne la lecture décryptage de l'appel B42. Et pour ce faire, je laisse la parole à François Xavier qui va vous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'appel à projet dont on parle aujourd'hui s'intitule Stimulating Demand for Sustainable Energy Skills in the Building Sector. Comme on l'a dit, les mots ont un sens et donc il faut que ce soit dans le titre ou dans le reste de l'appel à projet, prendre en compte l'ensemble des termes et ne pas chercher à tordre ou à interpréter de manière, disons, un petit peu large le titre ou le texte. Alors, avant qu'on commence à lire précisément l'appel à projet, je vous propose une forme de méthodologie, en fait, d'appréhension d'un appel à projet, et notamment dans sa lecture. Donc, le premier point, c'est de le lire en détail. En détail, donc je reviens sur le professeur, en détail veut dire en comprendre les termes et en particulier tenter de saisir ce qu'est l'intention de la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas une entité philanthropique. Si elle lance un appel à projet, c'est qu'elle a une intention. Et donc, la première partie du travail consiste à saisir ce qu'est l'intention. Et en cas de doute, vous pouvez assister à la journée d'information, assister de manière, disons, en direct ou de manière différée au travers du site de la Commission, assister à la journée d'information que la Commission organise systématiquement. Ces journées d'information traitent en général de 1, 2, 3, 4, 5 appels à projets qui sont dévolus à un thème commun. Et ces journées d'information, qu'elles aient lieu à Bruxelles, à Paris ou ailleurs, sont annoncées sur le site horizon2020.gouv.fr, dont je vous recommande la lecture assidue. Si vous n'avez pas pu assister en direct à cette présentation, que ce soit au travers de la forme vidéo ou physiquement, il est indispensable de prendre connaissance des documents qui ont pu être diffusés à l'occasion de cette journée, de cette demi-journée. Le pas suivant, c'est de s'approprier, le sens de l'appel à projet et d'en avoir sa propre interprétation. Et moi, ce que je vous suggère pour ça, c'est un exercice qui peut paraître un petit peu scolaire, mais qui n'est pas inutile, assurément, c'est de rédiger ce qu'on appelle un papier de cadrage ou un scoping paper en anglais, maximum un recto verso. Et ce document, il vous sert à vous assurer, disons, à formaliser ou à expliciter le sens que vous donnez à l'appel à projet. Et ça vous permet ou de constituer un consortium autour de l'entité à laquelle vous appartenez, ou de partir à la recherche d'un consortium. Quand on part à la recherche d'un consortium, ça peut se faire par des moyens dont on parlera plus tard, mais le fait d'avoir un papier qui explique comment on interprète
l'appel à projet et quelles sont les contributions qu'on pourrait offrir à un consortium, ces deux étapes-là sont absolument clés et vous éviteront de perdre du temps. Donc, pour en arriver directement à notre appel à projet, donc ça, c'est la page, c'est une copie en fait de la page sur laquelle la commission publie les appels à projet. Donc, vous retrouvez le titre. Un tout petit peu plus bas, vous retrouvez le type d'action. Donc là, on est sur une CSA, une Coordination and Support Action. La petite case en dessous, là, qui dit Deadline Model est importante, hein, parce que la très grande majorité des appels sont en une phase, mais il existe des appels en deux phases. Là, on est donc sur un appel en deux phases, ce qui veut dire qu'un dossier de 70 pages est rendu le jour où, disons, est rendu à la commission. Ce dossier est transmis à des évaluateurs, en général 2 ou 3 évaluateurs, qui rendent une évaluation à partir de laquelle la commission ordonne les différentes propositions et décide en fonction du nombre de propositions éligibles qui sera financé et qui ne le sera pas. Ensuite, vous trouvez la date d'ouverture, donc c'est le 5 mars. Et puis, le plus important, c'est la date de fermeture. Donc, pour cet appel à projet, c'est le 10 septembre à 17 h. On reviendra sur ce point, mais il est toujours préférable de déposer à minima une première version, même si elle est incomplète, même si elle est imparfaite, une journée avant cette date limite. Le 10 septembre prochain, entre 16 h et 17 h, il est très probable que les serveurs de la commission soient difficilement accessibles. Voilà. Et enfin, un tout petit peu plus bas, vous retrouvez le programme de travail, Work Program. Donc ça, c'est un document PDF dans lequel vous allez trouver l'ensemble des appels à projet. Voilà. Quand on lit cet appel à projet, et ça, c'est pas systématique, mais ça n'est pas rare non plus, la commission donne quelques éléments de contexte. En l'occurrence, elle parle d'une initiative qui s'appelle Build Up Skills, dont elle pense qu'il est opportun pour les consortia qui vont répondre à cet appel à projet de prendre connaissance. Et la raison pour laquelle la Commission vous demande de prendre connaissance de ce document, c'est qu'il liste 57 projets qui ont été menés à bien, dont 11 sont encore vivants. Et donc, ce qu'attend la Commission, c'est que vous preniez, en prenant connaissance de ces projets, qu'ils soient terminés ou qu'ils soient en cours, vous puissiez positionner votre propre projet par rapport à ceci, de telle sorte qu'il n'y ait pas de duplication de cibles, que ce soit en termes technologiques, géographiques, industriels ou financiers. Donc, l'objectif de la lecture de ce document-là est de vous positionner sur un sujet qui n'est pas encore été traité, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions. La Commission mentionne un deuxième document, et quand vous recevrez cette présentation, vous pourrez cliquer sur le lien qui est ici en bleu, le lien ici, et ça vous donnera donc accès à ce document dont la Commission estime qu'il faut le prendre en compte. Pendant l'Infoday, que j'ai pu consulter pour préparer cette présentation, la Commission considère en fait qu'il y a un certain nombre de barrières à l'entrée pour la constitution de compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique pour le secteur du bâtiment. Des obstacles d'ordre économique, des obstacles d'ordre
juridiques ou institutionnels, et également des obstacles en termes de maîtrise du corpus de connaissances associés à ces technologies. Donc, très certainement, il faudra, si vous répondez à cet appel à projet, que vous preniez en compte cet éclairage de la Commission. Ce qu'on a fait, pardon, on en arrive à l'appel à projet lui-même. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est pour chacune des trois parties qu'Annabelle a pointé tout à l'heure, hein, le défi, le contexte et les résultats attendus, on a, disons, mis en lumière quelques points qui nous paraissent remarquables et donc qu'il faut intégrer à votre réflexion quand vous répondez à cet appel à projet. Le premier point, ça précise les intentions de la Commission. Ce que souhaite la Commission, et c'est en général vrai pour ce type d'action, les Cooperation and Support Action, on est à un niveau de TRL extrêmement élevé, on est au niveau du marché. Voilà. Donc ce que souhaite la Commission, c'est faciliter l'accès au marché de technologies qui permettent de développer l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et par ailleurs, la Commission est une institution européenne et, comme vous l'avez vu sur le transparent précédent, elle considère qu'il peut y avoir des barrières nationales, voire supranationales, des barrières juridiques ou des barrières institutionnelles. Et ce qu'elle demande au projet, c'est de les identifier et de proposer des modifications d'ordre législatif ou supralégislatif, au niveau national ou au niveau supranational. Donc ça, c'est son objectif global. Et l'autre défi qu'elle vous propose de relever, c'est d'accroître, de faire en sorte que si les recommandations que fera le projet que vous soutenez sont suivies des faits, alors ça engendrera un accroissement significatif du nombre de professionnels du bâtiment capables de mettre en œuvre de nouvelles technologies liées à l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, ce qu'on vient de voir sont les défis que la Commission propose de relever. On passe maintenant au contexte dans lequel cet appel à projet prend forme. Donc, la Commission considère qu'il va falloir développer un certain nombre d'outils ou d'initiatives. La notion d'outil est commune à presque tous les appels à projets Horizon 2020. Par contre, la notion d'initiative, elle est assez propre à ces actions de CSA, Cooperation and Support Action. Elle vise non seulement à développer des outils et des méthodes, mais également à faire en sorte que des réseaux professionnels, académiques, industriels, économiques se mettent en place pour développer disons, une connaissance partagée à l'échelle à minima de plusieurs pays, idéalement au niveau de l'ensemble de l'Union. Donc le premier point mentionne donc une famille d'outils qui vise à faciliter la reconnaissance de certaines compétences ou qualifications dans le secteur du bâtiment. Quand on dit mutual recognition, à mon sens, il faut entendre reconnaissance entre plusieurs États membres, ou à minima entre plusieurs régions de quelques États membres. Ensuite, on parle d'initiative, et là encore, vous voyez qu'on peut parler d'initiative locale, ça peut être une association qui prend corps au niveau d'une ville ou d'une grande ville, ou au niveau régional. Au niveau d'une région, on peut imaginer que la région, par exemple, soutienne ou soit sensibilisée en tout cas à la problématique de formation et de partage de reconnaissance de diplômes au niveau régional, et mène une action d'information et de communication vers les acteurs régionaux. Ça peut, par exemple, prendre la forme
de l'utilisation d'un pôle de compétitivité. Typiquement, les pôles de compétitivité sont de bons relais au niveau français pour ce type d'initiative, évidemment au niveau national ou supranational. La Commission revient sur le point suivant. Support to Public Authorities vise à sensibiliser les autorités, qu'elles soient locales, c'est-à-dire au niveau d'une ville, d'une région ou au niveau national, donc les aider à élaborer une réflexion qui leur permette de modifier le corpus législatif existant, de telle sorte que ça facilite, en l'occurrence, je pense que ça facilite la reconnaissance de diplômes dans le domaine du bâtiment. Ensuite, on est à mi-chemin. On n'est pas très loin d'une initiative. Ici, il s'agit de mettre en place des partenariats qui relient les différents acteurs de la chaîne de valeur. Là encore, on est sur des choses relativement standards pour ce type d'opération. C'est-à-dire, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre en compte l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur dans la constitution de votre consortium. Ça ne veut pas dire systématiquement que il va falloir, vous allez avoir à prendre des entités individuelles, mais ça peut être des syndicats et encore une fois des pôles de compétitivité, par exemple, qui réunissent plusieurs parties prenantes de la chaîne de valeur au sein du pôle. Et enfin, le dernier point, c'est prendre des initiatives au sens large qui permettent de renforcer le lien entre disons, le milieu professionnel et le milieu éducatif. Voilà pour Donc, comme vous le voyez, le contexte est relativement riche et c'est tel qu'il est défini ici par la Commission européenne, il induit une forme de consortium qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, il faut que vous intégriez dans votre consortium des partenaires qui appartiennent à au moins 3 États membres ou associés, qui vont être chacun capables, dans leur aire d'influence, d'avoir le rôle qui est demandé par la Commission européenne. Encore 2 petits paragraphes sur le contexte dans lequel se situe cet appel. Ce que dit la Commission, c'est n'essayez pas, qui trop embrasse mal étreint. N'essayez pas de traiter l'ensemble des professions existantes, mais traitez plutôt au sein de la chaîne de valeur disons un écosystème qui fasse sens. Donc, et ça vaut pour beaucoup d'appels à projets. La Commission a horreur du saupoudrage. Elle préfère un projet cohérent et qui aura un impact fort qu'un projet qui va survoler et, in fine, avoir un impact relativement modeste. Ensuite, on entre dans des choses plus techniques, et là, la Commission devient plus, disons, directrice. Elle ne souhaite pas qu'on se focalise sur un aspect particulier, disons, des qualités du bâtiment. Elle souhaite au contraire que l'efficacité énergétique soit inclusive et qu'elle réponde autant que faire se peut aux besoins des utilisateurs finaux, que ce soit en termes de confort thermique, visuel, donc esthétique, acoustique, et même elle souhaite que cette efficacité énergétique contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur. Et ça à au moins 2 niveaux qui sont la mise en œuvre de ces outils d'efficacité énergétique et la maintenance même, ou l'opération du bâtiment et sa maintenance. Voilà.
Ensuite, on en vient à la liste des résultats attendus. Là, par contre, on n'a malheureusement pas la possibilité de dire je vais traiter ce point et pas cet autre. Là, la Commission attend que vous traitiez l'ensemble de ces points. Et que ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a une bonne partie de ces... Non, il y a au moins une moitié de ces points qui sont d'ordre quantitatif et l'autre moitié qui est d'ordre qualitatif. Donc pour les points quantitatifs, ça c'est récurrent également pour ce type d'appel à projet. En termes d'énergie primaire, quels seront les gains si, au terme de votre projet? Est-ce que vous pouvez dire sur les 3 ans du projet, combien de gigawattheures seront évités? Et dans les 3, 5, 10 ans qui suivront votre projet, qu'est-ce qu'il est anticipable, qu'est-ce qui est imaginable en termes de réduction de l'énergie primaire? Le second point vise l'un des, j'allais dire de manière un peu, disons, humoristique, un des dadas de la Commission européenne, qui est l'intégration des énergies renouvelables. Donc la question se pose, dans les outils qui vont être mis en place, dans les initiatives qui vont être prises, quel va être l'impact de ces outils et de ces initiatives sur l'intégration d'énergies renouvelables? Et là encore, la Commission demande de chiffrer ça de manière réaliste. Et le troisième point, lui, est financier. Si ce projet arrive à son terme, qu'est-ce qui peut être attendu comme investissement? Dans quelle mesure ça peut accroître les investissements dans les opérations d'efficacité énergétique pour le bâtiment? Et là encore, il faut chiffrer sur la période du projet et sur les quelques années suivantes. Je passe maintenant peut-être au cinquième point. La Commission européenne est une commission européenne, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler au niveau strictement national. La Commission demande bien l'accroissement de la reconnaissance mutuelle, non seulement au sein de l'Union telle qu'elle est aujourd'hui, mais également des pays voisins. Par pays voisins, elle entend l'ensemble des pays qui sont à la frontière, c'est-à-dire en l'occurrence sont les pays du sud de la Méditerranée, la Turquie, et ensuite les pays qui n'appartiennent pas à l'Union et qui sont en Scandinavie, et évidemment la Suisse. C'est ces pays-là, dans la mesure du possible, il faut associer d'une manière ou d'une autre à cet effort de reconnaissance mutuelle. Le point suivant, qui est l'amélioration de la collaboration et de la compréhension mutuelle entre les différentes composantes de la chaîne de valeur. Là, il faut expliquer que le fait d'associer tel pôle de compétitivité à tel cluster industriel, à tel syndicat professionnel, va permettre au travers de travaux mutuels, par exemple d'échanges de bonnes pratiques, de séminaires en commun, de formations mutualisées, d'accroître la connaissance que les uns et les autres ont des différentes formations et des différents marchés qu'ils ont à adresser. Je viens maintenant à l'avant-dernier point, le point législatif. Ça, c'est un point qui est souvent compliqué parce qu'il suppose d'avoir fait une analyse des barrières législatives qui font que qu'un diplômé en France ne trouvera pas aisément du travail en Belgique ou en Ukraine. Donc ça suppose que les
disons, les 3 États membres à minima qui sont associés à au consortium, et que dans ce consortium, il y ait, disons, des partenaires qui soient à même de comprendre ce que sont les relations internationales entre, à minima, les différents États qui sont représentés dans le consortium. Voilà, ben je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette partie. Là, on va passer. Alors, on va passer. Ouais. Donc, ça, c'est l'appel à projet. On vient après-midi. passer rapidement sur l'appel à projet qui sera présenté cet après-midi. Et là, on arrive à quelques recommandations. Troisième partie. Sauf si vous avez des questions sur ce que vient de dire François-Xavier, sur l'appel et le décryptage qui vient d'être fait. N'hésitez pas, on prend quelques minutes pour y répondre maintenant. Bon, pour le moment, on n'en voit pas venir, donc bon, on va passer aux recommandations. Donc la dernière partie, je laisse François-Xavier poursuivre et je terminerai. Donc ça, c'est très sincèrement, ce sont quelques recommandations de bon sens qui sont issues de notre pratique de la réponse à des appels à projets. Donc, comme je le disais avant de commencer l'analyse de l'appel à projet, il est de bon ton de d'écrire un papier de cadrage. Et encore une fois, si vous cherchez un consortium, ça sera votre carte de visite. Quand vous allez vous adresser au coordinateur du consortium qui va vous dire, bon, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, plutôt que de fournir, disons, une liste, disons, peu structurée, le papier de cadrage dit, voilà ce qu'est notre interprétation d'appel à projet, et voilà ce que dans ce contexte-là, nous sommes capables de fournir. Et si vous êtes dans la posture du coordinateur de projet, ça vous permet d'envoyer aux différentes entités que vous souhaitez intégrer au projet votre vision et de la partager avec eux. Et ça vous permet aussi de constituer un noyau de consortium. Un noyau de consortium, c'est vraiment 2, 3, peut-être 4 partenaires qui vont constituer le noyau, donc le squelette du projet. C'est autour de ce noyau, de ce squelette, que va se construire le projet. Donc il faut résister, quand on monte un consortium, à la tentation d'inviter, j'allais dire, tout le monde. Il faut vraiment vous focaliser, et ça doit apparaître dans votre papier de cadrage, sur quelles sont les compétences clés dont j'ai besoin pour conduire, et non pas réaliser, pour conduire ce consortium. Le second pas, c'est de réaliser un rétro-planning. Là encore, ça paraît une absolue évidence, mais très très souvent, on arrive sur à quelques semaines de la date limite, et on en est encore à discuter de points techniques, alors qu'on devrait, à partir dans le dernier mois ou dans les 3 dernières semaines, se concentrer sur la qualité de la rédaction. Le dossier, tel qu'il est constitué, et comme l'appel à projet constitué en 3 parties. D'une part, une partie excellence, dans laquelle il faut que vous montriez que le projet va au-delà de l'état de l'art. Et là, on revient au document dont je parlais au début de cette présentation. Une seconde partie vise à expliquer ce que va être le contenu du projet. Et certes, c'est une partie importante, mais cette partie ne compte que pour 1/3 de la note. Et puis, il existe une troisième partie qui est la partie implémentation ou mise en œuvre, dans laquelle vous expliquez comment le consortium, collectivement, sera à même de mener les tâches, réaliser le projet, mener les tâches qui sont décrites dans la seconde partie. Et comment individuellement, et non pas collectivement, individuellement, chaque partenaire
non seulement à la compétence, mais est probablement le mieux placé en Europe pour répondre aux questions que pose la Commission européenne. Ce qu'on vous conseille également, c'est de, disons, un mois avant la date de dépôt, faire relire le dossier que vous aurez constitué, le dossier qui constitue de ces trois parties, excellence, impact et implémentation, le faire relire par quelqu'un qui est un bon expert du sujet, mais qui n'a pas été impliqué dans le montage. Donc là, on le fait relire sur la fond. Et ce qu'on demande à cette personne ou à ces personnes, c'est d'utiliser la grille d'évaluation de la commission qui est disponible, de telle sorte que vous ayez une sorte d'évaluation à blanc de votre dossier qui vous permet, dans la dernière ligne droite, dans les dernières semaines, de peaufiner et de faire en sorte que votre dossier apparaisse comme fluide apparaîtra comme fluide aux évaluateurs que la commission va nommer pour l'évaluer. Et puis sur la forme également, dans la mesure du possible, il faut faire relire le document. Là, ça peut avoir lieu une semaine avant la date limite par un anglophone natif, c'est-à-dire par quelqu'un qui va éliminer toutes les petites aspérités linguistiques qui peuvent apparaître quand on n'a pas une pratique quotidienne de l'anglais. Donc si dans votre consortium, il y a des partenaires qui parlent anglais, des Irlandais par exemple, il ne faut pas hésiter à les mettre à contribution pour disons, lisser la partie superficielle du dossier. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument, impérativement télécharger le dossier la veille de la date limite. Et éventuellement une seconde version mise à jour le jour même à midi. À partir de 14 h, les serveurs bug systématiquement. Et la commission reconnaît très très difficilement qu'il y a eu un défaut de leur côté. Techniquement, pour que la commission accepte de considérer un dossier qui n'a pas été chargé le jour dit à 17 h, il faut que dans les logs des serveurs de la commission apparaisse une erreur. Sans cela, la commission refuse de traiter votre dossier, même si vous avez eu à l'écran un message d'erreur. Donc là, je reviens, disons, un tout petit peu en arrière, ou alors au contraire, on fait quelques pas devant. Si vous souhaitez, si vous cherchez un appel à projet, vous avez un projet et vous cherchez un appel à projet, le premier pas, sans aucun doute, c'est de vous rendre sur le portail de la mise en place par le ministère français de la Recherche, horizon2020.gouv.fr, sur lequel vous allez trouver toutes les informations relatives à tous les appels à projets Horizon 2020 aujourd'hui et Horizon Europe à partir de l'hiver prochain. Et là, vous trouverez tous les appels à projets thématisés. Et donc, pour ce qui vous concerne, vous pourrez trouver tous les appels à projets qui ont un lien direct ou indirect avec l'énergie. Si la lecture de ces appels à projets vous pose problème, ou si vous avez des questions à poser, vous êtes les bienvenus pour poser des questions aux personnes qu'on appelle points de contact nationaux, PCN. Et il en existe une grosse douzaine, une petite quinzaine pour l'énergie. Et c'est les coordonnées mail et téléphoniques de ces personnes sont disponibles sur le site horizon2020.gouv.fr, et vous pouvez de manière générique poser des questions via l'adresse électronique pcn-energie@recherche.gouv.fr. Et enfin, nous mentionnons à titre, disons, informatif, l'existence d'un moteur de recherche qui s'appelle Kayla, qui est expérimental, mais pour l'instant gratuit, et qui vous permet, au travers de mots-clés, d'identifier le ou les appels à projets
qui pourront vous intéresser. Donc on passe maintenant à la partie consortium. En tant que PCN, donc François-Xavier, moi-même et les autres membres du consortium PCN recevons fréquemment des questions relatives au consortium, à savoir, voilà, on est deux, il nous manque un ou deux autres partenaires sur telle compétence précisément. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour compléter notre consortium et faire que l'on rentre dans les clous de la réglementation d'horizon 2020. Donc, on vous a mis ici une petite démarche pratique à suivre avec un site peut-être que vous connaissez qui s'appelle WebGate. C'est un site de la Commission européenne qui recense tous les projets financés depuis le début du programme, et un autre qui s'appelle Cordis. Donc, on va prendre un exemple concret pour que je vous montre un petit peu comment faire pour trouver des informations pertinentes. Donc, je suis partie d'un exemple concret. Donc, vous le savez peut-être, les appels efficacité énergétique avant 2019 étaient abrégés EE, en fait, efficacité pour efficacité énergétique. Aujourd'hui, donc, c'est B4E, c'est juste un changement de référence, mais le contenu tourne toujours autour du même sujet. Quand vous arrivez sur la page donc, de ce site WebGate, vous avez plusieurs onglets en haut, Pilar, thématique priority, Call ID, Topic Code. Si vous avez vu passer dans les précédentes années un appel proche de celui qui vous intéresse dans le domaine de l'efficacité énergétique, vous pouvez rentrer son code. En l'occurrence, là, j'ai rentré un appel EE05 qui était pas très loin, ou en tout cas qui pouvait se rapprocher de celui pour lequel vous suivez ce webinaire actuellement. Et j'ai obtenu en fait ensuite l'information que vous voyez à gauche, le nombre de projets financés. On clique sur cette rubrique et on a le détail des projets. Vous voyez que dans la colonne à droite, on a un lien vers Cordis. J'ai pris par exemple le projet Abracadabra. Et ça nous mène donc vers le deuxième site de la commission sur lequel je voulais faire un focus, donc Cordis. On a le nom du projet, on a la date de début, on a la date de fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le projet donc, se termine le 28 février 2019, que si vous ambitionnez de déposer cet appel donc 2020, vous pouvez supposer que les membres du consortium seront peut-être disponibles éventuellement pour participer à votre projet, si ça les intéresse. Et puis, vous avez toute la liste des partenaires qui ont participé à ce projet. En tête de liste, le coordinateur, qui en l'occurrence était italien, et les sommes qu'ils ont perçues par la Commission européenne sur ce projet. Donc, j'ai fait un récapitulatif ici plus détaillé et plus lisible, mais en gras, j'ai indiqué quelles étaient aussi les PME, les entreprises qui ont participé à ce projet, parce que c'est aussi une question souvent récurrente des futurs déposants. Comment trouver une PME qui pourrait être intéressée par notre projet, notre consortium. Donc, c'est une des pistes à explorer. Je vous invite vraiment à aller sur ce site pour trouver des informations qui vraiment pourraient vous intéresser par rapport au projet que vous déposez ou que vous envisagez de déposer. Vous avez aussi, pour trouver des partenaires, le site de la commission. En fait, vous avez une rubrique qui s'appelle Partner Search, juste en dessous de l'appel. Et là, vous voyez le chiffre de 83, c'est-à-dire qu'il y a 83 entités juridiques qui ont déposé une offre de compétences ou qui ont indiqué être intéressées par l'appel, mais qui cherchaient des compétences supplémentaires pour pouvoir répondre correctement à l'appel. Donc là aussi, c'est le portail de la commission qui est tout à fait pertinent quand on cherche des partenaires. Et puis vous avez, et là j'ai fait un focus sur le réseau des PCN, donc des points de contact nationaux européens énergie. Donc c'est tous les PCN au niveau européen qui ont leur propre réseau et leur propre site internet. Ce site comprend également une rubrique Partner Search sur laquelle vous pouvez regarder les offres au regard d'un appel précis ou déposer vous-même votre offre de compétences ou votre requête concernant une recherche bien spécifique. Et puis enfin, vous avez le site français Horizon 2020 sur lequel vous avez également une page dédiée à la recherche de partenaires et à l'offre de compétences. Et cette page est gérée par le point de contact national français. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Nous vous enverrons le template à remplir pour pouvoir déposer votre offre de compétences. Et comme l'a dit François-Xavier, je repointe une dernière fois pour terminer cette session sur la page web dédiée
aux points de contact nationaux français du site horizon2020.gouv.fr et notre adresse mail sur laquelle vous pouvez nous envoyer toutes vos questions relatives aux appels à projets d'Horizon 2020. Voilà, j'en ai terminé pour cette troisième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport ou à cette troisième partie ou à l'ensemble du webinaire. On peut prendre quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Alors, une question, un set de quelques slides, donc une présentation en vue de papier de cadrage, est-il également recommandé, François-Xavier? Oui, je pense que c'est recommandé. François-Xavier. Oui, je pense que c'est recommandé. Ça peut être une déclinaison du papier de cadrage que j'évoquais tout à l'heure. En fait, le papier de cadrage que j'évoquais, c'était un texte. On peut le présenter ou sous la forme d'un texte rédigé ou sous la forme d'une présentation PowerPoint. Il n'y a pas de bonne forme pour ça. Il faut utiliser la forme avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Oui, bien sûr, je peux vous remontrer à partir d'un appel concret, en fait. Alors, donc j'ai pris l'exemple d'un appel efficacité énergétique pour lequel je connaissais quand même le code. Hein. Il faut quand même un petit peu, c'est pour ça qu'au début de la présentation, je vous ai présenté ou rappelé la façon dont étaient écrits les codes des appels à projets dédiés à Horizon 2020 et au défi énergie. Donc là, en l'occurrence, j'ai supposé que l'efficacité, le défi qui s'appelle, pardon, l'appel qui s'appelle EE05 était assez proche de l'appel pour lequel on fait ce webinaire. Et j'ai rentré le code E05 dans Topic Code. En fait, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Ensuite, vous appuyez sur la flèche, enfin l'onglet vert pour valider. Et là, vous allez voir apparaître sur votre gauche la liste des sujets ou des propositions qui ont été financées. Hein. Ça, pour le coup, là, on est vraiment sur un site qui fait référence aux propositions financées. Je clique sur les deux flèches qui sont encadrées là dans mon cercle orange et je vois apparaître en détail les 3 appels qui ont été financés. Pour avoir plus de détails sur l'un ou l'autre des appels et mieux cibler le consortium, mieux se rendre compte de qui composait le consortium, je suis allée sur la colonne de droite, Cordis Link. Et là, je vais donc sur un autre site de la commission qui s'appelle Cordis et qui recense tous les appels à projets financés. Et on a en détail la fiche du projet, donc encore une fois avec les dates de l'appel, la date de clôture, les partenaires et combien chacun a reçu. Voilà. Alors, on a eu du coup une ribambelle de questions. Sur la grille d'évaluation, Oui. ce qu'on peut faire, c'est qu'on joindra à cette présentation, on vous enverra, joint à cette présentation, la grille d'évaluation et le lien vers le site de la commission qui permet de la télécharger. Une deuxième question sur quand on n'a aucune référence, donc pas de participation antérieure à des projets européens, quelques conseils pour se vendre entre guillemets au consortium. Là, il me semble que le papier de cadrage tel que je l'évoquais tout à l'heure, c'est un bon moyen disons, de faire sa promotion dans la mesure où ça explique quelle est l'interprétation que vous avez de l'appel à projet. Et proposer une interprétation constitue vraiment toujours un élément à forte valeur ajoutée dans la constitution du consortium. Montrer à un coordinateur que vous avez bien compris ce qui était attendu de la commission constitue un pas significatif pour entrer dans le consortium. Évidemment, le second pas, c'est, compte tenu de cette interprétation, expliquer pourquoi vous êtes en mesure de traiter tel ou tel appel. Par exemple, parce que vous êtes en contact avec le pôle de compétitivité X et qu'au sein de ce pôle, vous animez un groupe de travail sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, d'une part, l'interprétation et, compte tenu de cette interprétation, quelles sont les compétences que vous êtes capable de mettre en place. Une question encore sur
des ordres de grandeur typiques de financement accessible à une PME. Alors, bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais sur l'appel à projet qu'on a mentionné, le taux de subvention est de 100%. C'est-à-dire que si vos dépenses éligibles sont à hauteur de 350 000 euros, vous serez remboursé de 350 000 euros. Alors, je parle des dépenses éligibles, hein, pas des dépenses en général. Et si cette question pose également celle de l'existence d'un plafond associé à une PME, oui, il va de soi que si le chiffre d'affaires annuel de votre PME est de l'ordre de 500 000 euros et que vous demandez une subvention de 2,5 millions, il y a un hiatus qui fait que la proposition risque d'être retoquée. Et sinon, il n'y a pas, disons, de plafond en soi posé par la Commission pour la participation d'une PME. De la même manière, si sur un projet de 3 ans, vous indiquez que vous allez mobiliser 5 ingénieurs pendant 2 ans et que votre société comporte 10 personnes, là, la Commission peut considérer que cette action-là constitue un risque. Et donc, pour désamorcer, disons, cette critique possible, vous pouvez indiquer dans la partie implémentation que vous avez conscience du risque qu'implique la participation de la moitié de votre effectif au projet et que vous avez un plan de recrutement qui a déjà été engagé, qui vise à porter les effectifs à 15 puis 20 à l'année N+2. Sur le rayon d'action, si votre rayon d'action, si votre influence porte sur quelques communautés de communes, c'est parfait pour faire un cas d'usage français. Mais il faut que vous trouviez, disons, en Belgique et en Italie, ou alors en Grèce et en Espagne, ou au Portugal et en Allemagne, des partenaires qui eux-mêmes seront à même d'agir à la même type d'échelle. Par exemple, quelques communautés de communes, ça peut correspondre à une petite région italienne ou à la Wallonie pour la Belgique ou à telle partie des Pays-Bas. Oui. Donc, il faut trouver disons, 2 autres partenaires qui vont être capables d'agir à la même échelle, dans la même direction, de manière à ce que la Commission ait l'impression que vous compariez des choses comparables. Alors ensuite, on a une autre question sur les gains énergétiques. Les gains qui sont dont vous devez faire état, que vous devez présenter comme des cibles, sont ceux dont vous pensez que si le projet a du succès, alors ils seront atteints. Vous pensez, ce que vous pouvez dire, c'est si je suis capable chaque année, pendant les 5 prochaines années, de former des techniciens de maintenance dans tel domaine, à l'échelle de tel et tel et tel territoire, alors l'action de ces techniciens permettra d'économiser tant de gigawattheures ou d'accroître de tant de millions ou dizaines de millions d'euros les investissements consentis dans ce domaine. À l'échelle du territoire envisagé, ou plus généralement, si vous considérez que les territoires en question sont typiques d'un paysage européen, à l'échelle de l'Union ou d'un sous-ensemble de l'Union. Alors, comment faire pour se rattacher à un consortium comportant des membres plus chevronnés? C'est une bonne question. Alors, pour ce faire, vous avez les différentes options qu'Annabelle a présentées via les différents sites sur lesquels vous pouvez
poster votre offre de compétences. Vous pouvez également contacter le réseau de PCN pour indiquer que vous êtes à la recherche d'un consortium. Et enfin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, à l'occasion de l'Infoday, pour chaque Infoday, il y a des pauses café. Et donc, là, vous avez la possibilité de rencontrer des gens dont le nom et la société sont inscrits sur le badge et de dire, de prendre contact avec ces personnes pour indiquer que vous êtes à la recherche d'un consortium. Les infodays sont intéressants parce que très souvent, les questions qui sont posées aux représentants de la Commission européenne à l'occasion de ces événements sont des gens qui ont l'ambition de coordonner ou à minima de jouer un rôle important dans un consortium. Donc, vous pouvez repérer ces personnes-là pendant la session et les contacter à l'occasion de la pause café. Ça paraît très, comment dire, informel et peu construit, mais c'est comme ça que ça se construit. Il n'y a pas disons, de processus formel pour construire un consortium. Et puis enfin, il y a à mon sens disons, la méthode la plus efficace, qui est celle qui a été indiquée par Annabelle, c'est-à-dire repérer des appels à projets antérieurs, typiquement qui ont été des projets qui ont commencé 2, 3, 4 ans avant le début probable du projet que vous souhaitez monter et prendre contact avec les partenaires qui vous semblent correspondre aux besoins que vous avez ou au coordinateur si vous êtes à la recherche d'un coordinateur. Dans l'appel à projet qui est encore à l'écran, vous voyez qu'il y a sur l'avant-dernière ligne, on voit RINA Consulting. RINA est l'un des partenaires, l'un des coordinateurs récurrents des appels à projets européens. Si vous consultez la base Cordis, vous vous rendrez compte que RINA Consulting, qui est une grosse société d'ingénierie italienne, répond à un nombre considérable d'appels à projets sur l'énergie chaque année. Donc très certainement, ça vaut le coup de prendre contact avec des gens comme ça. Peut-être la dernière question. Donc, au niveau de l'advisory board, quel regard est porté par les évaluateurs sur les pays participant à l'advisory board? Donc, l'advisory board, c'est un comité qui est formellement ou informellement rattaché au consortium, qui fait intervenir des personnes ou des entités qui ne sont pas partenaires du projet. Qui sont des gens qui font partie de l'écosystème, de la chaîne de valeur, et dont on pense qu'ils pourront avoir un regard bienveillant sur les activités du projet, que ce soit en guidant, en corrigeant la trajectoire, ou en diffusant, en disséminant les résultats du projet. Donc, il est de bon ton de faire en sorte que l'advisory board ou dans ce comité consultatif soit intégré des partenaires de plusieurs États membres présents dans le consortium, mais également non présents dans le consortium, mais dont on pense que les solutions fournies par le projet seront réplicables dans ces pays. Typiquement, dans le domaine je ne suis pas un expert du bâtiment, mais ce que me dit le bon sens, c'est qu'il doit y avoir disons, de la proximité dans les constructions du sud du Portugal, du sud de l'Espagne, voire du sud de l'Italie et de la Grèce. Donc si votre projet est italo-espagnol, n'hésitez pas à intégrer dans le comité de pilotage des entités représentatives portugaises, grecques ou turques, la Turquie étant un pays associé à l'Union européenne pour le programme Horizon 2020. Pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie de votre participation. Encore une fois, si vous avez des questions sur cet appel ou sur un autre appel du programme Horizon 2020 dédié à l'énergie, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail générique, comme François-Xavier l'a rappelé. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.